Bonjour, excusez-moi, je vais simplement un tout petit instant intervenir pour vous préciser que malheureusement, le garde des Sceaux a eu un empêchement dans les transports et il pourra malheureusement pas se joindre à nous ce matin pour la conférence. Il s'en excuse, il en est vraiment, vraiment désolé. Il aurait adoré être avec nous ce matin. Malheureusement, il y a des problèmes dans son train et du coup, il ne pourra pas participer à la conférence. En revanche, je vous invite à applaudir nos intervenants qui sont de très haute qualité et qui vont pouvoir vous parler du populisme de la meilleure des manières possibles sur l'Europe, qui est un sujet passionnant. Très bonne conférence à tous. Bonjour à tous. Oh, je pense que ça craint pas. Non, mais n'oubliez pas. On est en confiance. Bonjour à tous et merci Maxime de nous avoir introduits, d'avoir annoncé la mauvaise nouvelle, effectivement, avec l'absence d'Éric Dupond-Moretti qui s'excuse et qui est navré. Je voudrais vous dire le plaisir qui est pour moi d'être avec vous ce matin et d'animer cette table ronde avec des invités de grande qualité. On va aller dans le vif du sujet directement. Je vais évidemment présenter nos invités que vous connaissez déjà. Dominique Régnier, vous êtes directeur de la Fondapol, vous êtes auteur de l'ouvrage « Les nouveaux populismes et populisme, la pente fatale ». Merci d'être avec nous. On peut l'applaudir, effectivement. Mathieu Souquier, vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur des notes Zemmour, feuille de paille médiatique ou embrasement démocratique, et 2022, la flambée populiste. Merci d'être avec nous. Et Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Et on a eu la chance de faire nos armes au Parlement européen ensemble. Merci Chrysoula d'être avec nous. Alors merci d'être avec nous pour cette table ronde importante sur la montée des populismes, comment enrayer cette montée des populismes dans l'Europe des crises. On va faire un tour de table et un tour d'horizon avec nos invités. On pourra peut-être aussi se demander comment on définit les populismes, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de définition claire, tranchée des populismes, mais il y a des points d'ancrage et des lignes, des points communs qu'on peut dresser. C'est notamment les oppositions entre le peuple et les élites, c'est la défiance envers les élites, c'est aussi les discours simplistes, mais il y aurait d'autres éléments et je pense que vous allez nous nourrir là-dessus. Et c'est un thème qui est important, a fortiori, quand on regarde un petit peu en Europe, quelles sont les orientations politiques que prennent certains de nos partenaires, quand on voit le PiS en Pologne, le Fidesz en Hongrie, quand on voit les élections en Slovaquie qui ont lieu la semaine dernière avec le Smer qui est arrivé au pouvoir, le Fico qui est anti-migrants, pro-russe, et qui assume aussi des logiques de désinformation. Quand on regarde effectivement l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni et quand on considère qu'en France, si on cumule les votes en faveur de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, le camp populiste dépasse les 50% à l'élection présidentielle. Donc on va discuter ensemble de comment on analyse et comment on explique la montée des populismes et comment on l'enraye évidemment à l'échelle de l'Union européenne. On va commencer directement avec vous, Dominique Régnier. Merci beaucoup. Madame la députée, merci pour votre invitation. Merci à tout le monde pour cet échange. Peut-être, pour ne pas être trop long et que la parole puisse circuler très vite, simplement insister sur un aspect définitionnel du populisme qui se définit pas plus difficilement, c'est-à-dire aussi difficilement que des mots sur lesquels nous pensons être d'accord et en général auxquels nous donnons des définitions différentes, comme socialisme. Je dis souvent, François Mitterrand était socialiste, Mao Tse-tung aussi. Les points communs sont quand même limités. Et on pourrait dire la même chose pour le nationalisme ou que sais-je. Enfin, dans le populisme, tout ce qui a été dit était très bien dit. Il faut ajouter une chose qui paraît bizarre et qui fait toute l'ambiguïté du sujet, c'est la notion de l'appel au peuple. Les populistes en appellent au peuple. C'est fondamental
Et c'est un aspect du problème qui est difficile à régler, parce que l'appel au peuple, c'est aussi l'idée démocratique. Et dans le populisme, il y a l'idée d'une démocratie véritable. Alors, on sait qu'on pourrait commenter beaucoup cette prétention-là, mais peu importe. Je crois qu'ici, tout le monde a des idées claires à ce sujet. Mais l'appel au peuple a une grande efficacité dans une époque historique, la nôtre, où assez largement, une partie significative de la société, vous disiez, Madame la députée, que c'est même majoritaire dans les suffrages exprimés. C'est un phénomène incroyable quand on regarde cela. J'ajoute, moi, pour pas accabler, parce qu'on a suffisamment de mauvaises nouvelles depuis quelques heures, là, donc pas accabler le bilan général, mais j'ajoute que si on calcule, vous savez ces choses-là, si on calcule aux inscrits en 2022 au premier tour les votes anti-système plus abstention et vote blanc, on est à 69% des électeurs français. Donc c'est un effondrement de notre civisme électoral, sur quoi fait fond l'espérance des populistes, mais qui est surtout la conséquence de crises qui existent maintenant de manière de plus en plus profonde, de plus en plus affirmée depuis, je dirais, moi, 4-5 décennies. En réalité, ce n'est pas quelque chose qui est sorti là comme un champignon. Ça travaille depuis longtemps, les fondations sont très, très, très abîmées. Et puis juste pour terminer là-dessus, ça signifie que la clé, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, on l'a fait, ça n'a pas marché, d'aller contre, voyez, de manière frontale et moralisante. Bon, on se discrédite plus que l'on ne convainc, parce qu'on est considéré comme déjà prétentieux, orgueilleux, etc. Donc faire des leçons, encore des leçons. Mais par contre, travailler sur la possibilité de restaurer l'efficacité publique d'un système démocratique, c'est une clé, et je m'arrête là. Merci beaucoup, Dominique Régnier. Mathieu Souquier. Alors, oui, ça marche. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Merci de rester dans la salle, même après avoir appris que Dupond-Moretti n'était pas là. C'est hyper sympa. Non, c'est hyper sympa, vraiment. Du coup, nous aussi, on reste. Et on va être bien ensemble. Surtout pour parler d'un beau sujet comme celui-ci, beau sujet et éminemment complexe. Donc je n'ajoute rien à ce qu'a dit Dominique Régnier, parce que même si j'ai fait un bouquin sur le populisme il y a 2 ans, 2022, la flambée populiste, je l'ai fait en lisant les bouquins de Dominique Régnier. Le vrai expert, non mais c'est vrai, le vrai expert, c'est Dominique Régnier. J'y ajoute juste une petite dimension. Effectivement, le discours populiste, c'est avant tout un discours anti-système. Dès que vous avez un homme politique qui commence à entonner la petite musique du système, vous vous dites il est sur une pente populiste. Mais bien souvent, et c'est ça qu'on observe aujourd'hui, on glisse de la dénonciation du système à la détestation de ceux qui l'incarnent. Il y a des émotions négatives dans le populisme qui tiennent à une forme de frustration, de ressentiment et même de haine, de détestation en fait, de ceux qui nous gouvernent. Et souvent, je cite ce qui m'apparaît à moi être le meilleur indicateur de populisme. Alors, ça n'est pas un indicateur. Alors, ça ne sort pas des excellentes études de la Fondapol, mais ça sort en revanche d'études de la Fondation Jean Jaurès pour le coup. Ça n'est pas un indicateur européen, mais c'est un indicateur français pour le coup. 90% des Français, 88% pour être précis, pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions. C'est-à-dire des décisions qui sont contraires aux intérêts du peuple. Et la moitié d'entre eux pensent que c'est volontaire, que c'est délibéré, que c'est à dessein, qu'on n'en est pas seulement à une forme de faillite des élites, qu'il y a une trahison des élites. Voilà. Donc le concept de populisme, comme le disait en fait Dominique Régnier, il est un peu vaporeux, évanescent, etc. Mais quand même, on sait ce que c'est que le populisme. Et on sait pourquoi parfois on dit que Marine Le Pen est populiste, même si elle l'est de moins en moins. On sait pourquoi on dit que Jean-Luc Mélenchon est populiste, même si lui aussi il l'est un peu moins qu'avant. On sait aussi pourquoi on a pu dire, et non sans raison, je l'ai même écrit dans mon bouquin, qu'il y avait eu en 2017 quelques touches de populisme parfois dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire des relents de discours anti-système. Encore une fois, il y a un populisme light ou soft, tout chic, peu importe comment on l'appelle, qu'on avait aussi d'ailleurs dans les discours de François Bayrou en 2007 quand il était candidat, où il proposait de torpiller le système. Il dénonçait la bande des quatre, un peu comme Jean-Marie Le Pen qui était en place. Donc voilà, donc c'est ça le populisme. Pour autant, je ne prends pas la parole trop longtemps, mais j'ajoute un micro-point. Je pense que quand même, si ce matin on pose la question des populismes en Europe, et qu'on ripe un peu sur les populismes en France, on se trompe un peu. Il y a en Europe un problème, non pas avec les populismes, il y a un problème avec l'extrême droite.
Voilà, tous les pays européens voient réapparaître ce qui avait disparu pendant plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale, et on comprend pourquoi. L'extrême droite avait disparu de la carte européenne après la Seconde Guerre mondiale, pas besoin d'expliquer la cause. Elle a réapparu progressivement un peu partout dans les années 80. Mais ce n'est pas des populismes. Il n'y a pas un populiste d'extrême gauche au pouvoir aujourd'hui dans un pays européen. Il y a pu y avoir en Italie une coalition de populistes à un instant donné. Mais pour de vrai, le problème, il est avec l'extrême droite, qui est soit déjà au pouvoir, soit aux portes du pouvoir dans un paquet de pays européens, soit de retour au pouvoir. L'Italie, c'est le bon exemple. Ils ont déjà testé l'extrême droite une fois et elle y revient. En Hongrie, ils restent au pouvoir. En Pologne, ils vont probablement rester au pouvoir. Donc voilà, il y a un problème avant tout avec l'extrême droite. Donc ne mélangeons pas des torchons et des serviettes. Et je ripe un tout petit peu sur la situation française. On dit les populismes en mélangeant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Moi-même, j'ai écrit dans mon bouquin, comme vous l'avez dit en introduction, si on additionne les populismes, ça fait plus que la majorité des Français. Alors je l'ai écrit, donc je l'assume, mais c'est pour partie absurde parce que personne n'imagine sérieusement qu'il y a à additionner ces voix. Personne n'imagine sérieusement que comme 5 étoiles et la Ligue ont fait alliance en Italie, demain, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon pourraient faire alliance. Ça n'existe pas. Il y a 2 projets politiques. Ok. Alors, laissez Mathieu Souquier continuer son développement. Vous aurez l'opportunité de poser des questions tout à l'heure. Mathieu met le bazar quand même. Je vis manifestement dans une bulle cognitive. Je suis tout seul dans ma bulle. Je n'avais pas vu que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il y a un an, avait dit « pas une voix pour Emmanuel Macron ». Pas une voix pour Emmanuel Macron. Non, il a dit « pas une voix pour Marine Le Pen ». Alors, pardon, hein. Il a dit ça. Il me semble qu'il a dit ça. Et par ailleurs, s'il y a un danger à identifier, il ne faut pas trop faire confiance aux sondages, mais il faut quand même les regarder un peu. S'il vous plaît. Vous avez vu un certain nombre de sondages qui donnaient Marine Le Pen très haute. C'était déjà le cas en 2022, et d'ailleurs son score a confirmé en fait ce que disaient les sondages. Vous avez vu un certain nombre de sondages qui donnent le RN très haut aux élections européennes qui arrivent. Vous avez déjà des sondages sur 2027 qui sont pour partie absurdes, mais pardon, vous avez des sondages qui donnent Marine Le Pen victorieuse, ou en tout cas très proche de la victoire. Vous n'avez pas vu un seul sondage dans ce pays qui dit que Jean-Luc Mélenchon pourrait être victorieux. Personne ne croit 2 secondes sérieusement à la victoire de Jean-Luc Mélenchon. Et j'ajoute un dernier point, et je passe le micro, je passe le ballon, et comme ça je vous laisse vous remettre de ce que je dis. Une excellente autre étude de la Fondation Jean Jaurès que nous avions publiée l'année dernière scrutait précisément, faisait la radioscopie du vote de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. La moitié de ces électeurs, ou quasiment, 46% pour être précis, considèrent que Jean-Luc Mélenchon est dangereux. Donc les gens qui votent pour Jean-Luc Mélenchon... Mais ouais, mais c'est ça quand même. Les gens qui votent pour Jean-Luc Mélenchon ne veulent pas que pour de vrai Jean-Luc Mélenchon soit élu, car ils considèrent qu'il a un vrai problème, et je dirais même un problème très problématique, avec la démocratie. Voilà. Bon, donc mon sujet était de dire, ne parlons pas de populisme, ciblons peut-être l'extrême droite qui constitue le danger le plus important. Et à l'échelle européenne, la question m'apparaît éminemment complexe. Donc déjà, si ce matin, on a quelques idées sur comment faire reculer l'extrême droite en France, on n'est pas si mauvais pour un dimanche matin. Merci Mathieu Souquier. Merci, vous avez suscité quelques réflexions, remarques et de l'émotion dans la salle, donc on verra si ça se reflète dans les questions tout à l'heure. Chrysoula, je t'en prie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que c'est le populisme? Alors, moi, je pense que je suis un produit, si je peux dire, européen, avec trois presque nations où j'ai vécu. Et je vais dire, qu'est-ce que c'est le populisme? C'était en Grèce en 2015. Une période difficile après la crise économique, difficulté, une perte de pouvoir d'achat des Grecs. Il arrive quelqu'un au pouvoir qui dit « je vais aller à Bruxelles et je vais régler cette chose ». Et il a fait un référendum, comme vous vous rappelez très bien. Il a fait un référendum et dans ce référendum, c'était un message qu'ils ont envoyé à la population, c'était « non à l'austérité ». Pas non à l'Europe, non à l'austérité. Et vous avez bien vu qu'à la fin, lui-même, un grand populiste, il n'a pas fait sortir le pays
de l'Union européenne. Ça, c'est aussi grâce à notre pays, grâce à la France. Et alors, on voit bien alors que les populistes, pour moi, ils jouent avec les sentiments. Alors, ils vont toucher tout d'abord la peur. Ensuite, la fierté nationale, l'identité, la question de l'identité. Et après, beaucoup de la nostalgie du passé. Si on écoute ici les discours, ils parlent d'une France, l'extrême droite en particulier, et le 2, la reconquête aussi, non? D'une France, tout d'abord, qu'on la lit sous les livres. C'est d'une France d'un autre siècle. Et le monde, il a changé. Et heureusement, comme on ne peut pas retourner, comme disait un grand philosophe, dans les fleuves 2 fois, ce n'est pas le même. Et voilà alors quelqu'un qui a une nostalgie de ça. Et je pense que tu as parlé, Mathieu, des sondages. Je ne sais pas à la fin si ces sondages, ils font bien la démocratie parfois ou pas. Je me demande si à la fin, quand on veut garder le cap d'un pays, est-ce qu'il ne faut pas faire un programme dans un monde qui est en pleine évolution où, à la fin, nous, politiques, il faut qu'on change pour faire plaisir à chaque moment aux citoyens. Je pense que ça, c'est très important. Et après, c'est vrai que combattre le populisme et la peur, les sentiments, ces perceptions, il faut restaurer la confiance. Et ça, c'est un travail quotidien et très, très difficile. Parce que les citoyens aujourd'hui, ils sont qui ne participent pas à la démocratie. Ils sont ça, mais en même temps, ils ne vont pas voter. Alors, c'est le paradoxe. Parce qu'ils ne se trouvent pas, ils disent que personne ne me comprend. Alors, là, on voit très bien qu'aussi, quand on écoute, quand on essaye à créer quelque chose, un projet ensemble, la difficulté. Et alors, c'est pour ça que je pense que ce qu'on doit aujourd'hui, et c'est le cas aussi de l'Europe, si je peux dire, l'Europe, elle est allée très vite, elle avançait très très vite, heureusement pour nous pendant ces crises. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a pris des décisions qu'on n'avait jamais prises. Que soit d'acheter les vaccins tous ensemble, il n'existait pas une Europe où on décidait ensemble, non, pour la santé, de faire un plan de relance, c'était la première fois. Et aujourd'hui, de faire face ensemble à cette guerre sur notre sol. Mais tout ça, ça se fait au niveau peut-être, au niveau des chefs d'État, au niveau plus haut, plus technique. Et les citoyens, ils se sentent peut-être d'un côté, la première sensation, c'était « je suis protégé ». C'était la même chose avec les vaccins, tout le monde, il a suivi. Mais après, ils ont commencé les petites musiques. Ça montre aussi, alors qu'il y a un travail que nous devons faire tous, et quand je dis tous, je dis pas seulement les politiques, je dis les médias, je dis les personnes comme vous, ça veut dire qu'il y a une pédagogie à faire et à expliquer aussi que toutes ces décisions qu'on prend tous ensemble, c'est aussi par rapport, pas seulement à notre pays et à l'Europe, mais par rapport au monde. Voilà. Merci Chrysoula. Bon, avant de vous donner la parole, je voudrais aussi faire quelques remarques de mon côté pour un peu mettre au pot. Moi, ce qui me frappe aussi, quand on regarde un petit peu les évolutions en Europe, c'est qu'il y a aussi des politiques qui ont été élus
en responsabilité dans des partis dits de gouvernement et qui progressivement ont basculé vers le populisme. C'est le cas de Orbán qui était libéral en Hongrie et qui au fur et à mesure a basculé dans le populisme et l'extrême droite. C'est le cas de Fico qui a été élu, qui a gagné les élections en Slovaquie, qui était issu du Parti socialiste et qui a été en responsabilité et qui progressivement a basculé dans le populisme et dans l'extrême droite. C'est le cas de Babiš en République tchèque, qui au fur et à mesure, qui n'est plus en responsabilité aujourd'hui, mais a basculé dans le camp de l'extrême droite. Donc question ouverte aussi, c'est comment on explique ces bascules progressives de ces responsables politiques qui n'étaient pas initialement dans le camp du populisme. Et de manière générale, je crois aussi que ce que les populistes savent faire, c'est aussi ce que tu disais, Chrysoula, et ce que nous, moins, on est le camp de la rationalité, de la raison, versus l'appel aux peurs, aux émotions. Et aussi, il faut reconnaître aux populistes de savoir exprimer des sentiments, des émotions, et les faire émerger dans le débat politique. Et d'aller sur des terrains sur lesquels nous ne sommes pas encore allés, ou sur lesquels nous ne voulons pas aller, parce que c'est des thématiques identifiés comme relevant de l'extrême droite. Et je crois qu'on a une responsabilité collective aussi d'assumer, d'aller sur le terrain de l'extrême droite. Ça a été le cas pendant longtemps sur les sujets migratoires, qui n'ont pas été traités parce que trop compliqués, on préférait mettre la poussière sous le tapis, et on a attendu trop longtemps avant d'apporter des réponses. Je crois aussi qu'il faudra qu'on se pose la question démographique, avec l'explosion, et Chrysoula, tu pourras peut-être en parler le cas échéant, l'explosion démographique en Afrique, mais aussi la problématique démographique aujourd'hui en Europe. Qui parle de démographie en Europe? Alors les extrêmes, y compris François-Xavier Bellamy, donc je vous laisserai le catégoriser, mais lie le sujet migratoire au sujet démographique en disant que l'Europe nous impose la migration pour répondre à la chute de la démographie en Europe. Et en Europe, qui parle de démographie? Orbán, Meloni, Marine Le Pen, etc. Donc voilà, c'est aussi une illustration de thèmes sur lesquels je crois qu'il faut qu'on ait un discours aussi à tenir et qu'on ne laisse pas ces thématiques-là à l'extrême droite. Merci à tous. Place aux questions. Je ne doute pas que la salle aura beaucoup de questions. Alors, je vous propose de prendre 2-3 questions d'affilée. Si vous avez des réponses, on prend aussi. Évidemment. Oui, alors on n'a pas de réponse. Je voulais revenir sur un fait historique. Vous avez dit que l'extrême droite avait disparu en Europe après 1945. Je pense que c'est faux. Parce que le régime des colonels en Grèce, Salazar, Franco, elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu. Et puis il se trouve que moi, en 1996, j'étais en Italie. Donc je suis tombé sur un meeting des chemises vertes de M. Bossi et j'ai vu le jeune Salvini, donc qui aujourd'hui est aujourd'hui à la tête de la Ligue. À l'époque, c'était Roma Ladrona, donc la Rome en dessous de Florence. Vous aviez l'Afrique qui commençait et la Padania qu'on voulait séparer. Et donc les séparatismes sont là. C'est pour ça qu'hier, j'ai été très sensible au discours sur les régionalismes français. On pourrait aussi avoir des populismes régionalistes. La vraie question est celle du discours que les populismes et l'extrême droite, depuis 1983, quand Le Pen a fait sa première émission grand public, je ne me rappelle plus du titre de l'émission, c'est le récit que fait l'extrême droite et qui est simple à comprendre. Pourquoi? Moi, je viens du PS. Le PS a abandonné un certain discours vis-à-vis des classes populaires et on le paye. Pourquoi aujourd'hui, et je suis très content, j'aimerais vraiment, et j'en ai parlé hier avec Valérie, comment on restitue ce qu'est l'Europe au Pékin moyen, et j'en suis, c'est-à-dire comment on parle d'Europe quand on va faire du porte-à-porte dans les villes et villages de ce pays, plutôt que de dire l'Europe c'est toujours le danger, et qu'on substitue un espèce de grand méchant loup qui serait Paris avec son jacobinisme, un jacobinisme bruxellois. Il faut redonner de l'amour de l'Europe, parce que l'Europe c'est la paix depuis 70 ans, et moi je suis heureux d'être dans un continent en paix. Ça c'est le premier plan. Donc comment on refait du discours et comment on écrit un récit tous ensemble, non pas pour être en réaction vis-à-vis de l'extrême droite, mais pour proposer un autre récit. Et on voit ce qu'a fait Zemmour avec son grand remplacement que tout le monde a repris. Donc moi j'aimerais juste que vous puissiez répondre là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut prendre une deuxième question. Oui, bonjour.
Voilà, moi je voulais simplement vous poser la question de l'éducation, parce qu'en fait, on se rend compte d'un manque évident de connaissances, par exemple, du fonctionnement de l'État, du fonctionnement de l'Europe, du fonctionnement de la société en général, de la représentation publique en général, chez les jeunes. Moi, je suis enseignante, je le constate tous les jours, et les populismes, si j'ose dire, ils s'expriment déjà très petits dans mes classes. Moi, j'ai des collégiens, hein, moi, j'ai ceux qui sont contre tout et pour rien, si on pouvait résumer ça comme ça, 11 ans, 15 ans. Et 11 ans, 15 ans, c'est les premières, on se pose les premières questions hein, face à la société qui nous entoure. Et moi, j'entends des réactions de mes élèves qui m'inquiètent considérablement. Donc, je pense qu'il faut introduire aussi dans nos éducations des programmes qui expliquent, qui font la pédagogie. Vous n'avez pas utilisé ce terme hein, tout à l'heure. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on envisage, nous, la France, et puis les systèmes d'éducation européens, pour l'introduire, pour non pas combattre, mais attirer, en fait. Voilà. Et puis pour répondre à M. Souquier, moi j'ai été candidate et j'ai battu le RN. Et ce RN-là, il avait été soutenu par LFI. Voilà. Ce RN-là, il a été soutenu par LFI. Et je peux vous dire que on ne les combat pas avec de gentils mots. On ne les combat pas, ces gens-là, avec le syndrome du bon élève. Il faut sortir du syndrome du bon élève. Voilà. Merci. Merci pour cette question et ce témoignage. Une troisième question et puis on va repasser le micro à nos invités. On fera une deuxième ou une séquence en fonction du temps qui nous reste, mais on aura le temps. Bonjour, je suis désolée, ça va être une troisième question qui va ressembler à la deuxième, mais je pense que c'est super important. Moi, c'est un professeur de, comment dirais-je, de bac pro qui m'a interpellée en disant il y a des enfants qui, après le bac pro, s'arrêtent. Et donc, ça veut dire des enfants de 17, 18 ans qui, effectivement, n'ont aucune idée des différentes élections qui se présentent à eux, ne savent pas lire un contrat de travail, ne savent pas qu'il y a des quittances de loyer, que c'est des choses importantes. Et je pense que dans la formation, il faut leur donner, elle m'a dit, ça pourrait être le... Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? PVP, préparation à la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent derrière, ils sont complètement perdus sur des choses qui, pour nous paraissent évidentes. Et du coup, c'est hyper facile de les embarquer sur leurs émotions. Donc je pense que c'est même urgent que des gamins de 17, 18 ans qui donc peuvent voter le font un peu selon la dernière vidéo TikTok qui est arrivée sur leur mur. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos questions et vos témoignages. Dominique Régnier, une réaction ? Merci. Je voudrais peut-être insister sur un point, être aussi rapide que possible. Il faut prendre la responsabilité qui est la nôtre, qui est la vôtre, dans ce résultat. Sinon, ça ne marchera jamais. La grande responsabilité de nos gouvernants, depuis plusieurs décennies, c'est de ne pas comprendre que les Européens ont besoin d'appartenir à une vraie communauté dans un monde globalisé qui est prometteur et épouvantable. Ça dépend de la position sociale que l'on occupe. Il est très souvent préoccupant ou épouvantable pour des catégories populaires. Et donc, ce qui n'a pas été fait, et qui est pour moi un étonnement constant, ce qui n'a pas été fait, c'est la circonscription du territoire européen, donc des frontières défendues, à l'intérieur desquelles vivent les Européens, ceux qui forment le peuple européen, et qui peuvent être accueillants s'ils le décident, ou qui peuvent fermer s'ils le décident pour des raisons qui sont les leurs. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas un démos en tant que peuple, pas simplement une population, un peuple. Et donc là, c'est une responsabilité que nous avons. Il est bien tard, il faut se dépêcher de le faire, et je me demande si ce n'est pas trop tard, parce que ce que les populistes, et là je crois plutôt de droite que de gauche, pour cette raison précise, offrent, c'est effectivement de l'affect, du sentiment,
de l'appartenance, et vous connaissez les formules de Jaurès à ce sujet, si vous n'avez rien, si vous ne possédez rien, si vous êtes démuni, le fait d'appartenir à une communauté qui vous regarde comme étant du groupe, tandis qu'à l'extérieur, c'est autre chose, ça ne veut pas dire qu'on déteste, eh bien, vous n'avez plus rien du tout. Et là, vous vous mettez effectivement à détester les élites qui vous ont laissé flotter, abandonnés dans les grands fleuves de la globalisation. C'est normal que les réactions soient celles d'aujourd'hui, et je suis même étonné de la patience des Européens dans ce type d'existence. Donc si la furie vient, ce sera la conséquence de ce refus d'admettre, pour des raisons complètement invraisemblables, que nous n'avons pas de frontières et qu'il ne faut pas les défendre. Nous pouvons être humains à partir du moment où nous sommes Européens. Et nous serons Européens quand nous serons à l'intérieur de frontières défendues. On ne peut pas ouvrir une porte si on ne peut pas la fermer. Voilà. Merci Dominique Régnier. Mathieu Souquier. Oui, alors un tout petit complément, parce que ça aurait été dur de vous faire la promotion de Jean-Luc Mélenchon le dimanche matin au réveil. C'était pas du tout mon sujet. Je suis pas là du tout pour défendre Jean-Luc Mélenchon, ce serait un peu bizarre. C'est pas ça. C'était juste vous dire, vous pouvez avoir plusieurs ennemis si vous voulez, mais peut-être quand même cibler les priorités. Je rappelle juste un chiffre, j'entends totalement ce que vous dites, en particulier dans votre circonscription. À la dernière élection présidentielle, quand même, en réalité, la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se sont portés au premier tour, se sont portés sur Emmanuel Macron au deuxième tour. Donc quand même, Emmanuel Macron est président de la République parce qu'une partie significative de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon a considéré qu'il était plus fréquentable que Marine Le Pen. Les transfuges de LFI vers l'extrême droite, ça existe, mais c'est 15%. Alors c'est pas rien, 15%, vous avez raison, mais c'est 15% par rapport aux 50% dont je vous parlais en faveur de Macron. Deuxième question très rapide sur l'éducation. Le truc, c'est que l'extrême droite prospère absolument partout. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que la vase remonte. Alors, vous avez raison, il y avait des dictatures en Europe. Mais en fait, je mettais les 2-3 dictatures du Sud de côté, pardon. Je disais, l'extrême droite a reflué dans nos démocraties. Pas eu de parti d'extrême droite. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, pardon là-dessus. Mais donc, la vase remonte depuis 30 ou 40 ans absolument partout, dans un contexte où nous n'avons jamais été aussi éduqués et informés qu'aujourd'hui. Alors, pardon, il n'y a peut-être pas assez d'éducation civique à l'école, ou elle est mal conçue, ou j'en sais rien, mais enfin, nos gamins quand même en ont beaucoup plus qu'avant, et encore une fois, on est quand même à un niveau d'éducation collectif et un niveau d'information collectif qui n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui, et pourtant, quand il y a le Covid, on écoute autant, si ce n'est davantage, d'Éric Raoult que le professeur Delfrécy. Bon, c'est ça le contexte, ça qui est difficile. Et puis dernier point sur le... Et donc on s'est dit pendant très longtemps, mais si on éduque les gens, ils vont pas tomber du côté de l'extrême droite. Et puis on s'est dit aussi pendant longtemps, l'extrême droite a prospéré sur le terreau du chômage. Et donc si on file du boulot aux gens, l'extrême droite va reculer. L'extrême droite effectivement a prospéré sur le chômage de masse. En faisant reculer le chômage, on va faire reculer l'extrême droite. On savait déjà depuis Jospin que ça fonctionnait pas comme ça. Parce que rappelons-nous qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui a fait baisser le chômage. Entre 1997 et 2002, le chômage a baissé encore plus vite et encore plus. Et pour autant, c'est précisément en 2002 que pour la première fois dans notre histoire politique récente, l'extrême droite arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc là-dessus non plus, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on peut se dire, avec des résultats, la crise du politique, c'est une crise du résultat, et on l'entend beaucoup et on se le dit tous. Et en disant, si on répond aux vrais problèmes, et si on répond aux vrais problèmes de façon efficace, ils vont reculer. Ben non. Honnêtement, sur le chômage, ça a déjà baissé entre 1997 et 2002, et ça a significativement baissé depuis 2017. Eh ben, ça suffit pas. Au contraire, Marine Le Pen n'a jamais été aussi forte qu'en 2002, après 5 années où le chômage a baissé. Et donc là se pose la question des émotions que vous posiez, Valérie et Dominique. Effectivement, il y a la question des émotions, et des émotions en politique. Et là encore, ne nous trompons pas. Quand on dit c'est la peur qui... Non, la peur, les politologues, les vrais politologues ont sourcé ça, ont documenté ça. C'est pas la peur qui fait le lit du populisme. La peur, au contraire, ça fait plutôt le lit du conservatisme en politique. C'est-à-dire soit de se tourner vers les partis conservateurs qui nous rassurent, soit de se porter vers ceux qui sont déjà au pouvoir, parce que là aussi, ça nous rassure. Et d'une certaine façon, pardon, mais la peur qui a réémergé à cause de la crise ukrainienne juste avant l'élection présidentielle, elle a pour partie favorisé Emmanuel Macron, parce qu'il était le sortant. Donc la peur, elle n'a pas servi Marine Le Pen, elle a plutôt servi Emmanuel Macron. Non, c'est l'émotion, en fait, la plus féconde en termes de populisme, c'est la colère. En réalité, les gilets jaunes, c'est la colère. Le problème, d'ailleurs, c'est que nous avons vécu au cours des... La colère existe dans le pays depuis un moment. Et je dirais que ce n'est pas à cause d'Emmanuel Macron qu'il y a des colères. En revanche, quand même, ce qu'il faut regarder de façon très lucide, c'est que vous avez eu les gilets jaunes en 2019.
première colère très très forte, comme on n'en avait pas vécu depuis très longtemps. Colère de cet hiver contre la réforme des retraites. Ça a duré quand même un paquet de temps, avec beaucoup de manifs, des débordements, etc. Et puis une autre colère populaire au début de l'été, avec la France des banlieues qui s'est embrasée suite à une bavure policière. Donc on a eu en fait en 3-4 ans, 3 colères populaires très très fortes, très intenses, comme rarement on en a connu. On a déjà eu des mouvements de contestation d'une réforme des retraites. On a déjà eu des manifestations dans le pays. On a déjà eu des banlieues qui s'embrasent. Mais en aussi peu de temps, des colères aussi intenses, il y a quand même un sujet dans l'aggravation, l'intensification et le rapprochement des colères. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Merci Mathieu. Fisoula. Alors, je pense les deux dames, ils ont mis là où, comment on dit, les doigts là où il fait mal, oui. La question de l'éducation et le manque de connaissances sur l'Europe, et je ne parle pas comment elle a commencé l'histoire. On est 27 pays. Chacun il est rentré dans un moment de son histoire différent. Vous avez parlé, et je partage avec vous, je suis arrivée en Italie en 1995. Et j'avais demandé à mon père, mais ça veut dire quoi la Padania? Il m'a dit, tu sais, c'est quelqu'un qui pense que la Padania, il faut que ça se sépare du reste de l'Italie parce qu'ils sont riches, ils sont bien, ils ne voulaient pas les autres. Et avec les années qui sont passées, presque 30 ans plus tard, regardez comment ils sont aujourd'hui gouvernent, mais ce n'est pas ça. Ça qui est intéressant, à partir de Rome, comme vous avez dit, ça a commencé à notre continent, je ne vais pas nommer, pour eux. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'avec les années, l'ennemi, il se déplace. Et comme ça, ils ont gagné. Aujourd'hui, par exemple, le sud de l'Italie, qui était celui qui est le plus pauvre par rapport au nord, c'est celui qui est le plus populiste ou le plus droite. Alors ça fait réfléchir beaucoup pour dire que comment c'est possible que quand je suis en vacances à un pays qui n'est pas la France, mais je ne sais pas si je vais en Portugal ou si je vais en Grèce, je vois à la télévision, il y a toujours l'Europe présente. Et comment c'est possible, un autre pays fondateur, que l'Europe n'existe pas? Si on veut lire sur l'Europe, quand je vais lire, moi aujourd'hui, ministre de la République, que je fais plutôt aux affaires étrangères tout le monde, alors je vois qu'il n'y a pas des éléments pour lire. Il faut que presque on ait technique à l'air à chercher, à l'air à voir, sauf quand il y a un problème. On parle de l'Europe quand il y a un problème. Sinon, on ne parle pas. Je partage totalement, Dominique, avec vous. Il y a un moment qu'il faut se définir. Ça veut dire, nous sommes français et européens. Ce sont des choses qui vont ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, arriver, après toutes ces années, à aller expliquer pourquoi on a besoin de l'Europe, moi, ça me fait très mal. Ça veut dire que aussi tous les gouvernements, nous avons une responsabilité. Et je pense sur ça, le président de la République, il va rester dans l'histoire de ce pays pour ça. Il ne peut pas être le bouc émissaire toujours. Et alors, moi, parfois, je dis, d'un moment qu'on ne sait pas comment fonctionne, ils disent, le même Orban, il dit, là, Bruxelles a décidé. Non, il y a un conseil, ils sont 27, les 27, ils se trouvent, ils décident ensemble. Alors, il faut eux-mêmes qu'ils arrêtent. Et les frontières, oui, nous avons des frontières. Et je suis tout à fait d'accord. Regardez l'actualité. Il va y avoir ce débat, et là, ce débat sur la migration. Il y a qui dit, ah non, il faut faire entrer tout le monde.
Alors là, je ne vais pas mettre de couleur. Alors, il faut que tout le monde y rentre. Et il y a qui dit, ah non, 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 il faut que personne rentre. Alors, on va se refermer. On va fermer nos frontières. Nos frontières, ça veut dire nationaux. Alors là, qu'on a fait, comme tu disais, qu'on a fait des progrès, qu'on a un espace où on peut circuler, qui fonctionne aux entreprises, qu'on peut étudier, qu'on peut voyager. Alors, tout ça, tu vois, il faut faire rétrograde. Non? Il faut retourner à les frontières. Et là, je pense, nous qui on est pour une Europe qui fonctionne, qui respecte les citoyens, il faut ne pas être naïf. Il arrive le moment aussi de dire, oui, chez nous, les personnes qui rentrent, ils rentrent avec nos règles, qui respectent qui nous sommes, qui respectent nos valeurs, et c'est comme ça. Et ça, il faut l'assumer. Et alors, je vais dire, aujourd'hui, il n'y a pas le temps de dire, ah, il faut prendre des positions. Et il faut, je pense, à ces élections, il faut prendre des positions. Je vais partager avec vous, donnez-moi 2 minutes pour dire, j'ai fait 60 pays à 1 an et demi de mon mandat. Qu'est-ce que je vis partout? Après le début de la guerre, avec l'impact qu'il a la guerre sur nous, sur l'Europe, et aussi au monde. Oui, je suis plus européenne aujourd'hui que jamais dans ma vie. Où je vais partout au monde, tous, ils nous regardent et ils savent qu'il y a quand même, avec notre défaut, ou si vous voulez, la démocratie, il s'évolue tout le temps, y compris, comme tu as dit, la colère aussi, qu'on peut l'exprimer. Ça fait partie aussi de la démocratie, peut-être, non? Ça veut dire qu'on peut s'exprimer, on peut évoluer. Alors, partout où je vais au monde, qu'est-ce que je vois? Que pour peser, il n'y a pas ni la France, ni l'Allemagne, ni personne qui peut peser tout seul. Aussi pour la démographie, comme tu dis, Valérie. Parce que quand je vais en Inde, que je me trouve face à mon collègue, à un pays avec 1,1 milliard et 400 millions, et on parle, bien sûr, il y a un monde qui est en train de changer. On vit plus les années 80. Ce nouveau monde qui est en train de se dessiner, et c'est ça qu'il veut le président de la République quand il parle de la France et de l'Europe forte, c'est que où nous sommes ensemble, qu'on pèse, qu'on continue à porter notre mode de vie, qu'on est tous très attachés, ou on va disparaître. Et c'est là que ça se joue. Merci Chrysoula. Merci. Alors, beaucoup de mains se lèvent encore. Maxime, tu fais circuler le micro, s'il te plaît. Merci. Pour avoir fait il y a 5 ans la grande marche pour l'Europe, qui constituait, comme quelqu'un l'a dit, à aller faire du porte-à-porte, parler d'Europe, à l'époque où on n'avait pas les grandes réussites qui ont été faites depuis 5 ans, c'était plus difficile. Je me demande, c'est une question que je pose, je me demande si le poids des lobbies n'est pas un appui aussi pour les populismes qui utilisent les gens tout seuls dans leur coin, ils disent de toute façon on ne pèse rien. Il n'y a que les lobbies qui pèsent, il n'y a que les dirigeants, etc. Nous, représentants du peuple, on va être votre lobby à vous. Et ça marche très bien. Donc, je le dis aux députés, c'est vrai que cette question des lobbies est utilisée aussi, me semble-t-il, par les populistes pour dire on va vous représenter. Merci. Bonjour, très court donc. Europe, langue unique, si c'est l'anglais, pourquoi on ne l'apprend pas partout? Je suis étonnée de voir que la majorité des gens autour de moi ne parlent pas l'anglais, notamment les jeunes. Premier point. Deuxième point, est-ce que l'élargissement de l'Europe à la Moldavie, l'Albanie et d'autres pays de l'Est risque pas de susciter des inquiétudes complémentaires, puisqu'on a déjà du mal à intégrer les pays actuels et les volontés d'extension?
Et toute dernière interrogation, pourquoi la Russie est-elle hors de l'Europe? Est-ce qu'un poids d'un bloc européen intégrant la Russie n'aurait pas fait sens? Alors, merci madame. Encore une question? Bonjour. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est en travaillant à la marche de l'Europe il y a quelques années que j'ai appris beaucoup de choses sur l'Europe. Par contre, ce que je vous reproche, c'est que là maintenant nous allons rentrer en campagne et vous ne communiquiez pas, enfin l'Europe ne communique pas suffisamment dans les villes, parce que quand on finance beaucoup de choses, l'Europe finance beaucoup de choses dans les quartiers, enfin tout ce que vous voulez, on finance beaucoup de choses. Eh bien figurez-vous que tout le monde se bat pour dire c'est moi qui fais donc la ville, je sais pas, le département, la région, tout le monde lève le voix, ils sont les plus beaux, les plus forts, il n'y a pas de problème. Maintenant, le financement de l'Europe, personne ne sait. Merci. Alors, une dernière question avant de repasser le micro à nos invités. Oui, juste une remarque. On a un ennemi, nous les démocrates, c'est le marché des croyances. Je rappelle qu'en 1960, la moitié des Français allaient à la messe, un tiers au Parti communiste. Mais personne ne remettait en cause la démocratie. Aujourd'hui, c'est open bar. Sur Internet, chacun invente sa secte, son mouvement, son truc, et c'est niveau égal. C'est-à-dire qu'on a le choix. Et nous, notre problème, c'est qu'on ne fait pas suffisamment attention à la manière dont on communique par rapport aux nouveaux médias, aux nouvelles logiques de représentation. On dit la démocratie, c'est bien, mais tout le monde s'en fout de la démocratie. C'est pas un concept. Où est-ce que c'est sur TikTok? Donc la démocratie, personne ne la défend parce que personne ne la comprend. Et vous avez raison, quand on va dans les lycées, quand on va dans les collèges, on voit des gamins complètement désorganisés sur le plan intellectuel. Ils suivent le dernier qui a parlé. Et donc, il faut que nous, on change aussi. Il faut qu'on fasse la promotion de la démocratie, qu'on fasse la promotion de l'ordre républicain et la promotion de l'Europe. Merci. Alors, Dominique Régnier, une réaction? Moi, je vais très vite ramasser, d'une autre façon de le dire, l'idée qui me paraît principale, d'autant plus qu'il s'agit bien des élections européennes à venir. On a parlé des régionalismes. Il est clair que ce qu'on peut aussi désigner comme des régionalismes à tendance séparatiste, ce sont notamment, je ne veux pas exagérer la variable, mais ce sont notamment les conséquences d'une demande frustrée d'appartenance. Et donc, si nous poursuivons dans cette ligne-là, je peux vous dire que les élections européennes, j'en connais le résultat, il ne sera pas bon du tout, et peut-être même qu'il ne sera pas rattrapable. Donc, il y a un peu de temps pour essayer d'affirmer l'appartenance à une communauté qui n'est pas qu'une population vivant sur un même territoire, qui est aussi un peuple, avec un pouvoir politique, c'est-à-dire ici vraiment le démos en tant que démocratie. Moi, je pense que c'est ça l'information principale, en tout cas ce que je veux partager avec vous. Et c'est un travail qui n'a pas été fait, en fait, depuis, je l'ai dit, des décennies. Et puis, je prends une dernière remarque, mais observez à quel point, de manière maladroite, ça c'est un aspect plus technique, mais il faut l'avoir à l'esprit, de façon maladroite, pour combattre le populisme de droite, on se met à désigner tout comme étant de l'extrême droite. Si l'extrême droite, c'est ça, les gens vont dire « mais je n'ai pas peur de ça ». Ou je me reconnais dans ça. Je ne pensais pas que c'était aussi peu de choses. On fabrique une extension de l'extrême droite. C'est fascinant de voir ça. On fabrique une vraie banalisation de la notion. Et c'est ainsi que peu à peu, on passe d'un phénomène minoritaire, même important, à un phénomène majoritaire. Donc il faut garder le sens des mots. Il faut traiter le problème qui nous est posé. Et il faut aller sur le terrain, alors évidemment de la réponse pratique, mais aussi, ça a été dit, de l'émotion et du sentiment,
l'appartenance dans un monde globalisé est un sentiment dont nos concitoyens ne feront pas l'économie. Ils nous le disent clairement. Et je trouve, jusqu'à présent, ils nous le disent plutôt gentiment, puisque malgré tout, ça passe à travers des bulletins de vote qui sont encore dans l'équilibre que vous savez. Merci Dominique. Mathieu ? Oui, alors juste très rapidement, aujourd'hui c'est le dernier qui a parlé, mais précisément vous faisiez référence à une époque où on écoutait le curé, où on écoutait le parti. Voilà, alors évidemment ça structurait, mais on était très disciplinés. Alors derrière le parti ou derrière le curé, il y avait quand même un idéal, un horizon. Il y avait quand on était de gauche la révolution, il y avait précisément quand on était de droite et croyant l'au-delà. On se cherche aujourd'hui du coup un nouvel horizon, un nouvel idéal, ça c'est sûr. Juste un point sur la question européenne, en fait sur la dimension européenne, et l'articuler avec la dimension française. Du temps de Jean-Marie Le Pen, c'était assez simple, le programme, on avait bien compris, c'était moins d'impôts, moins d'arabes et moins d'Europe. Moins d'Europe. Et la technocratie bruxelloise, etc., qui faisait partie des cibles privilégiées de Jean-Marie Le Pen. On n'en est plus du tout là. C'est-à-dire que Marine Le Pen avait commencé là-dessus, mais aujourd'hui, elle n'est plus du tout là-dessus, Marine Le Pen. Elle ne dit pas on va sortir de l'Europe, au contraire. Elle réfléchit à l'Europe. Et le problème, c'est qu'est en train de se constituer, l'international socialiste, ça avait déjà été très compliqué à constituer, mais est aujourd'hui paradoxalement en train de se constituer une internationale des nationalistes qui n'envisage plus de quitter l'Europe, mais qui envisage de l'intérieur de transformer l'Europe. Et c'est ça, en fait, c'est ça tout le problème. C'est, me semble-t-il, tout le problème. Et puis peut-être quand même dernier point sur la frustration qu'évoquait, la frustration, le besoin d'appartenance qu'évoquait Dominique Régnier. Donc je le redis en réalité. Aujourd'hui, les déterminants du vote ne sont plus ceux qui s'appliquaient jusqu'alors. Pendant très longtemps, je schématise un peu, pardon, mais vous étiez ouvrier et vous étiez fonctionnaire, vous votiez à gauche, vous étiez paysan et vous étiez bourgeois, vous votiez à droite. Ça fait plusieurs décennies que ça ne marche plus comme ça. Et il est même injuste de dire que Emmanuel Macron, c'est le candidat des riches et que Marine Le Pen, c'est la candidate des prolos. Non, ça ne marche pas comme ça en réalité. Ce que les politologues ont permis là aussi de documenter de façon très intéressante, je vous renvoie à un bouquin qui s'appelle Les origines du populisme, dont Daniel Cohen était un des co-auteurs. Ce qui fait le déterminant du vote aujourd'hui, bien plus que la condition sociale ou le niveau de diplôme, c'est les émotions attachées à sa personne. Et avec deux critères, deux paramètres en particulier, que sont le mal-être et la défiance. Donc la France de Macron, c'est la France du bien-être et de la confiance. C'est de ceux qui se sentent bien et qui ont confiance en eux-mêmes, en les autres, en l'avenir, etc. Et en face, effectivement, la France de Marine Le Pen, c'est la France de la défiance et du mal-être. Et je prolonge juste d'un mot, Claudia Sénic, par exemple, a beaucoup travaillé sur l'économie du bonheur, l'économie des émotions, etc. Aujourd'hui, on sait identifier quelles sont les deux sources de mal-être principaux. Il y a un truc très conjoncturel, mais qui existe dans la durée, c'est le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, précisément, il y a une angoisse, il y a un mal-être, il y a quelque chose de très puissant autour de la question du pouvoir d'achat. C'est du court terme, c'est la fin du mois. Et la deuxième dimension, c'est nouveau, mais c'est désormais en fait la menace climatique. La menace climatique, elle est aussi source de mal-être, parce que précisément, c'est un horizon très incertain, peut-être totalement merdique, et donc on se dit, entre la fin du mois qui est difficile et la fin du monde qui nous est garantie, comment on s'y retrouve ? Et derrière ça, encore une fois, il y a la frustration et le ressentiment liés au sentiment précisément, ou même à la conviction que notre destin nous échappe, que nous vivons des vies qui sont des vies subies, pas des vies choisies. Et donc, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, ce qu'il convient aujourd'hui quand même de porter, c'est un discours qui convaincra et donnera le sentiment aux gens que leurs vies sont davantage choisies que subies. Merci Mathieu. Chrysoula ? Oui, je suis tout à fait d'accord, Mathieu et Dominique. J'aimerais aussi... vous avez posé des questions, par exemple, vu que ça se pose la question de l'appartenance en Europe. Vous avez parlé de la langue unique, l'anglais. Personne parle anglais. Il y a 2 pays qui parlent anglais. Et la volonté d'extension, vous avez parlé de la Russie. Vous avez parlé de tous ces sujets. Et je trouve que l'appartenance à l'Europe, c'est pas d'être tous les mêmes. Ce n'est pas possible. Et si vous prenez le discours de la Sorbonne du président de la République, c'est pour ça que j'ai
moi aujourd'hui je me trouve ici, c'est tout mon engagement. Il a dit, tout d'abord, le multilinguisme. Moi j'ai la francophonie, moi qui c'était pas ma langue, non, d'origine, pour montrer exactement ça, mesdames et messieurs. Ça veut dire que c'est ça la beauté de l'Europe et c'est ça être européenne. Et je ne pense pas que il n'y a pas quelque chose de supérieur qui peut faire perdre la fierté d'être français. Le président de la République, chaque fois qu'il est le plus européen des Européennes, mais la France, c'est la France. Et c'est normal ça. Et alors je dis, parler une langue, qui est une langue aussi, qui n'est pas, que, comme je disais, après le Brexit, ça serait aussi un peu la folie totale. Et je pense que... Et attention, parce que si vous voulez, là aussi c'est quelque chose de dangereux. Quand j'étais au Parlement européen, ils ont commencé à faire des coupes budgétaires. Et c'était sous la langue. Vous parlez de la langue parce que la langue, ça veut dire beaucoup de choses. L'appartenance, la compréhension et tout ça. Le Parlement européen, il est voté par les peuples européens. Et il faut que chacun de nous parle ces langues. Moi, j'étais députée européenne française, je n'ai jamais parlé du grec et d'italien. Jamais. Parce que j'étais votée par notre pays. Point. Et c'est ça aussi être européenne. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des extrêmes, mais la première, je ne sais pas qui était le monsieur, il a parlé. La question, je pense qu'on n'a pas posé, vous avez totalement, monsieur, raison, la désinformation, le rôle des médias, tout ce monde qui change, comme vous avez dit justement, et les réseaux sociaux. Je le vois, les rôles qui puissent avoir la désinformation, parce que je m'occupe des relations entre la France et l'Europe et le continent africain, et je vois derrière qu'il y a des pays qui veulent la destruction de notre Europe. Et quand il attaque la France, il attaque l'Europe. C'est mode de vie, notre mode de vie qui dérange. Et alors, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une guerre, 3 heures d'ici, que nous, on fait des débats tranquillement, mais et cette volonté d'extension, comme vous avez appelé, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux se protéger. Toute la question, il est là. Voilà, je pense que les défis que nous avons, c'est d'expliquer aux citoyens qu'aujourd'hui, notre ennemi, ce n'est pas les Bruxelles, parce que ça veut dire qu'on pose un diagnostic erroné, alors ça va mal finir. Je pense que quand on voit ce qui passe, quand on voit la Russie, quand on voit le pouvoir économique de la Chine, quand on voit aussi nos alliés, comme les Américains, comment ils se comportent sous la compétition économique, alors là, oui, tout ça, il faut que ce soit expliqué. Bien sûr, chacun, il ne voit pas, comme on dit, la big picture, mais il veut améliorer son quotidien, et ça, c'est normal. Mais là, il y a un travail à faire aussi de politique, dans la formation, et il faut faire campagne, comme vous avez dit, Dominique. Heureusement, je pense qu'on a le temps, d'ici le mois de juin, que tous les pro-européens, toutes les personnes, les progressistes, toutes les personnes qui sont pour les droits des femmes, pour la lutte contre la discrimination, pour les droits des personnes LGBT, pour tout ça, ça c'est l'Europe. L'état de droit, la lutte contre la désinformation, tout ça c'est notre... on a un commissaire qui dit le commissaire de mode de vie européenne. Voilà alors quelle bataille on a pour les prochains 8 mois. Merci Chrysola.
Merci. Alors, on va manquer de temps. Simplement, moi, je voudrais réagir sur 2 éléments, l'élargissement et le projet politique, avant de vous laisser tranquillement prendre le chemin de la plénière. Sur l'élargissement, Madame, vous posiez la question. Madame est partie, néanmoins, c'est quand même un sujet important. Tu l'as dit, Chrysoula. Aujourd'hui, les Ukrainiens se défendent pour nos valeurs. Et la Russie, si elle attaque l'Ukraine, c'est parce que l'Ukraine voulait se rapprocher de notre modèle. Et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on soit véritablement en soutien des Ukrainiens. Je crois que Vladimir Poutine, il avait sous-estimé la réaction, évidemment, des Ukrainiens, mais il avait sous-estimé très largement la réaction des Européens. Il avait fait le pari de la division et de la lenteur européenne. On lui a répondu par la réactivité et par l'unité. Et il faudra aller jusqu'au bout et accompagner les Ukrainiens jusqu'au bout dans ce combat. Et oui, nous, au Parlement européen, on l'a annoncé, déclaré très tôt, oui, l'Ukraine a un destin européen. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, effectivement, ça suppose évidemment que l'Ukraine ne soit plus en guerre et que les conditions soient réunies. Les conditions, elles sont de 2 ordres. 1, il faut que l'Ukraine accélère sur ses réformes économiques et relatives à l'état de droit et notamment sur la lutte contre la corruption. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'Ukraine, tout le pays est mobilisé dans la guerre contre la Russie et en parallèle, ils arrivent à mener des réformes à marche forcée et ça, il faut vraiment le saluer. C'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il faut qu'on les accompagne pour cela. Et la deuxième condition, c'est que nous, on se soit réformés de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, tant bien que mal, on a réussi à avancer dans le projet européen et à apporter des réponses aux différentes crises qu'on a traversées. Mais le modèle européen fonctionne très mal. On se retrouve avec un Orban qui est le cheval de Troie de Vladimir Poutine, aujourd'hui qui fait du chantage et qui menace l'unité européenne. Demain, avec Fico, en Slovaquie, la problématique va être de plus en plus dure. Donc oui au destin européen de l'Ukraine, d'abord les réformes en Ukraine et aussi en Europe. Ça, c'est, je crois, le chemin, le passage important aussi pour conforter et confirmer le soutien de l'Union européenne aux Ukrainiens. Et deuxième chose sur le projet politique. C'est très vrai ce qui a été dit et je crois que le dernier référendum qu'on a connu, c'était le référendum sur le traité constitutionnel. Mais en fait, qu'est-ce qu'on est venu dire aux Français ? On est venu dire aux Français, l'Europe c'est génial, on vous propose une réforme institutionnelle signée en bas de la page. Il n'y avait pas de projet politique. Et on avait des partenaires qui ne voyaient que dans l'Europe le projet économique, notamment notre voisin allemand. Élargir l'Europe, c'est élargir le marché intérieur, élargir les opportunités d'aller vendre des bagnoles à l'est de l'Europe. C'était aussi ça. Donc on avait des partenaires qui ne voulaient pas avancer dans le projet politique. Et je crois que particulièrement depuis le discours de la Sorbonne, l'engagement du président de la République, on a une vision qui se dessine pour nous Français, mais qui a été partagée grâce aux crises aussi par l'ensemble des partenaires, de nos partenaires européens. Et moi, je veux croire, même si on a peu de temps, même si, monsieur Dominique, vous pensez que peut-être c'est trop tard, on est là en responsabilité pour se battre parce qu'on croit que ça n'est pas trop tard. Et ce projet politique, on est en train de le transformer et de véritablement de le construire. Et ça prendra un peu de temps, mais tous les enjeux de souveraineté, de défense de nos frontières, la taxe carbone aux frontières, tout ça, c'est aussi reprendre la main, reprendre le contrôle, pour reprendre une expression qui a été à la mode, et sur le destin de nos vies en français et en européen. Donc on continue et on comptera sur vous également. Merci à vous, merci à nos invités pour votre disponibilité. Merci à tout le monde. Je vais vous inviter à vous diriger vers la plénière de hier soir. Ça sera dans la même salle que hier soir.